Donc, le programme de la matinée est consacré au bleu symbole, enjeux historiques et sociologiques, avec un historien, Jérémy Brucker, et une ethnologue, Anne Monjarret. Nous allons tout d'abord écouter Jérémy Brucker. Monsieur Brucker, vous êtes historien, vous êtes membre associé du laboratoire TEMOS, Temps, Monde, Société du CNRS, et vous avez soutenu votre thèse intitulée « Avoir l'étoffe, une histoire du vêtement professionnel en France des années 1880 à nos jours » en 2019 sous la direction de Christine Barr. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages et articles, dont un qui a retenu mon attention dans le cadre de cette journée d'études, Le vêtement professionnel et l'inspection du travail, entre normes et pratiques, paru en 2015 dans la revue Mode pratique, Histoire du vêtement et de la mode. Cher monsieur, je ne serai pas plus bavarde et je vous cède la parole pour une communication intitulée « Travailler en bleu à la fin du 19e siècle et au 20e siècle ». Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je remercie bien évidemment les organisatrices et les organisateurs de cette journée qui va nous permettre de parler du bleu. Alors contrairement à mes prédécesseurs, j'ai fait le choix de la chemise blanche et du coup du col blanc, du vrai col blanc. On pourra dire que je suis un vrai employé de bureau modèle. Cela dit, le bleu est l'une des tenues les plus connotées du XXe siècle, qui est associée au labeur dans les représentations sociales. Le bleu de travail renvoie à une force masculine et à une identité ouvrière au XXe siècle qui sont construites à l'usine et dans d'autres espaces-temps de la vie quotidienne. Alors les images de bleu sont nombreuses, elles circulent et sont partie prenante d'un imaginaire puissant. Pour commencer cette communication, j'ai fait le choix de la salle des Pendus, nous sommes dans le Nord-Pas-de-Calais, et je suis né dans le Pas-de-Calais, donc j'en suis assez fier. Ça renvoie aux mineurs, au labeur et à la force masculine. Alors, il est peut-être curieux de commencer une communication intitulée « Travailler en bleu » avec la salle des Pendus, qui correspond pour le travailleur plutôt à la fin de la journée de travail. Cependant, tout ce type d'image a quand même du sens, puisque les imaginaires sociaux relatifs au bleu ont essentiellement été nourris, construit à partir des utilisations du bleu en dehors du temps de travail. Alors cette scénographie, avec un nombre conséquent de bleus, ne doit cependant pas cacher le problème des sources pour un tel sujet. Alors pour l'historien du vêtement et du vêtement de travail en particulier, les sources matérielles sont quasiment inexistantes. Il y a peu d'objets pour saisir la réalité du vêtement de travail. Lorsque ces vêtements ont été collectés, il y a des collectes qui ont été réalisées dans les musées à partir des années 1990, et notamment aux ATP ou encore au musée de Bretagne dans les années 2000. Eh bien, il s'avère que ces vêtements, lorsqu'ils sont légués, ils sont souvent des vêtements neufs qui n'ont pas été portés, notamment quand ils ont été fournis par les fabricants de vêtements. Alors l'objet en lui-même a la plupart du temps disparu. Soit on en a honte, mais c'est surtout un vêtement qui a été usé jusqu'à la corde, qui est sali, on l'a jeté ou il a servi de tissu ou de chiffon en deuxième ou en troisième vie. Et ce qu'on en garde, c'est souvent son image. Alors cela dit, cet objet banal, non spécifique, fait parfois son entrée dans le musée par une autre porte, en étant détourné de sa fonction première. Vous avez ici l'exemple des évanouis de Nadia Sabourin, qui est un pantalon enduit de cire, qui est un vêtement de travail d'ouvrier. Nadia Sabourin met en scène ce vêtement tel qu'il a pu être déposé après une journée de travail. On peut lire à la fin du XIXe siècle cette chaise qui est noircie par les vêtements posés toujours au même endroit, le seul vêtement de travail qui pouvait être utilisé par le travailleur. Alors, elle rend hommage en quelque sorte au travailleur, et ce type d'objet, dès lors qu'il rentre au musée et qu'il en est détourné, on n'ose pas imaginer un mineur ou un travailleur du XIXe siècle voir une chaise sur un piédestal dans un musée à l'heure actuelle, mais ça révèle certainement l'importance des imaginaires collectifs qui sont associés au bleu. Donc dans ce contexte, il s'agit de comprendre les mécanismes qui ont conduit à la construction d'une tenue de travail dédiée aux hommes et dont la réalité a été soutenue par un imaginaire puissant. En effet, travailler en bleu implique des enjeux qui dépassent le périmètre de l'usine et des espaces du travail. Alors pour aborder cette question, je tiendrai mon propos en 3 points, comme il se doit. Alors d'abord, on verra que travailler en bleu, c'est avant tout porter une tenue pratique, avant de voir que dans l'imaginaire collectif, c'est aussi revêtir une couleur ouvrière, avant de voir dans un dernier point que c'est aussi arborer une identité masculine. Alors pour commencer, le bleu de travail, quand on travaille en bleu, c'est avant tout porter une tenue pratique, et il s'agit surtout de protéger son corps.
c'est un vêtement qui est essentiellement composé... Alors, lorsqu'on regarde les catalogues des fabricants de vêtements à la fin du 19e siècle, et c'est l'une des spécificités de cette fabrication, c'est qu'à partir des années 1870-1880, il y a des fabricants de vêtements qui éditent des catalogues de vente par correspondance. Ça existe et c'est très largement diffusé dès cette époque et même dans les campagnes. Il y a des catalogues qui sont spécialisés, alors qui sont de quelques feuillets à la fin des années 1880, mais qui sont très très vite étoffés à une vingtaine de pages. On peut s'apercevoir qu'en France, à la fin du 19e siècle, ces vêtements de travail qu'on nomme les bleus à l'heure actuelle sont d'une grande variété. Alors on y trouve plutôt des bourgerons, des cottes ou des pantalons, avec pour particularité la qualité des étoffes, telles que le coutil ou le coton, avec des tissages qui sont plus ou moins solides. Et on y trouve aussi les couvre-chefs qu'on oublie souvent, mais qui font partie aussi de la tenue de l'ouvrier. Alors, quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que, à la lecture des catalogues, là encore, il y a diverses appellations, mais jamais on ne parle de bleu de travail à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ici, vous avez l'exemple du fournisseur Braillon qui vend le pratique ou le protecteur. Les fabricants de vêtements s'évertuent à montrer et à prouver aux travailleurs que leurs vêtements sont solides et on peut faire confiance à la préfabrication des habits. Vous savez que les travaux d'aiguille sont très courants à la fin du 19e siècle. C'est d'ailleurs à partir des années 1882-85 que les petites filles ont l'obligation d'apprendre les travaux d'aiguille à l'école. Donc on a des couturières à la maison et c'est impensable pendant très longtemps d'acheter des vêtements qui sont préfabriqués dans les usines. Bon, cela dit, les fabricants vont produire une somme d'innovations à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Notamment, il y a une très grande réflexion sur les systèmes de fermeture pour protéger les vêtements du dessous et la peau. Comme ici, vous avez l'exemple d'une compagnie états-unienne qui dépose un brevet en 1913 en France pour un système de fermeture de vêtements combinaisons qui a été imaginé en 1908-1909. Il y a des batailles féroces entre les fabricants de vêtements, entre les États-Unis et la France notamment. Donc il y a des assemblages vestimentaires qui permettent de couvrir tout le corps. Dans un premier temps, on assemble un pantalon avec une chemise, après avec un bourgeron, et c'est en quelque sorte les ancêtres de la combinaison, mais les innovations étant très très rapides, on a à peine le temps de s'en apercevoir. Donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e, le vêtement protecteur au travail devient une norme qui va habiller et protéger le corps des travailleurs, les hommes, dans un univers moderne, c'est-à-dire l'espace de l'usine. Alors, évidemment, cette fabrication industrielle, elle se déploie dans un contexte particulier, celui de l'inspection du travail, j'y reviens, puisque à partir des années 1892-93, on institutionnalise l'inspection du travail qui existait précédemment, mais avec un concours. Certes, les inspecteurs sont peu nombreux à l'époque, mais il y a quand même toute une réflexion à la Chambre des députés qui permet d'alerter à la fois les députés, certes, mais l'État et aussi les patrons des dangers qu'il y a dans les usines. Ainsi, la sécurité au travail et l'inspection vont mettre en place un système normatif pour que les patrons aient conscience que leurs ouvriers doivent porter un vêtement solide qui puisse résister aux épreuves physiques du travail. Alors, on s'aperçoit que cette protection est devenue au fil du temps et tout au long du XXe siècle la fonction première du vêtement de travail qu'on appelle le bleu, jusqu'à ce qu'on arrive aux équipements de protection individuels, les fameux EPI ou EPI à l'heure actuelle. Alors, ces formes vestimentaires qui sont figées peu à peu. Ici, vous avez un exemple dans un catalogue états-unien de l'entre-deux-guerres, avec des formes beaucoup plus amples. On le voit encore à l'heure actuelle, les États-Uniens aiment porter des vêtements plutôt larges. Il suffit de regarder les tenues du président des États-Unis actuels. Et puis, vous avez des tenues beaucoup plus saillantes, juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'exemple du fabricant Braillon. Alors, outre ce premier aspect de protection du corps, il s'avère que le vêtement de travail, le bleu de travail, a aussi une autre qualité, c'est qu'il contient le sale. Alors on doit contenir le sale, la saleté, et c'est l'un des avantages des vêtements de couleur qui permettent de les contenir.
Alors, il y a différents types de toiles. Je ne vais pas m'épancher sur la question de la toile de jean ou du denim, puisque cet aspect peut utiliser dans les vêtements de type bleu de travail en France, en tout cas dans le premier XXe siècle. Cela dit, il présente une armure qui est composée de fils non teints et d'autres colorés qui masquent beaucoup plus les salissures. En revanche, il y a des tissus teints au bleu indigo qui sont beaucoup moins heureux à l'usage, puisqu'il y a des problèmes d'entretien. Et lorsque les fibres ne sont pas teintes à cœur, eh bien, ces vêtements dégorgent. Et vous avez des vêtements qui s'usent beaucoup plus vite et qui ont un aspect assez malheureux et surtout une protection moins conséquente. Alors, ce qui explique très certainement, et pendant très longtemps, qu'il y a eu des concurrences chromatiques. Il y a d'autres couleurs qui contiennent tout aussi bien la saleté et qui vont perdurer jusqu'au second XXe siècle. Hein. Le bleu n'est pas la seule couleur qu'on utilise pour se protéger. On trouve des vêtements marrons. Alors les fabricants de vêtements ont beaucoup d'imagination. On arrive à l'automne, vous avez des vêtements feuilles mortes ou couleur loutre, c'est assez joli. Alors couleur loutre, c'est un brun moucheté qui montre que vous êtes toujours dans la poussière, mais en même temps toujours très propre. Et puis il y a le fameux kaki, hein, qui en hindi signifie tout simplement de la couleur de la poussière, qui marche très très bien. Après, le problème du kaki, c'est qu'il est utilisé aussi dans le monde militaire, et il faut se détacher de ces couleurs militaires pour les civiliser en quelque sorte. Bon, cela dit, les fabricants de vêtements vont tout faire pour avoir des teintures garanties. Il faut qu'il y ait une durée de vie suffisante pour ne pas être changé trop régulièrement. Et donc, il y a des progrès en ce sens de la part des fabricants. Alors, la synthèse de l'indigotine a été réalisée à partir de 1882 chez Bayer. Et il faut attendre les bleus de cuve, comme le bleu d'un entraîne, qui résistent bien à la lumière, qui résistent bien aux intempéries et surtout à la chaleur, jusqu'à 150 degrés, qui a été mis en place et créé par BASF en 1901. Alors après, il faut un petit peu de temps pour qu'il y ait des applications et des dérivés pour le textile dans l'entre-deux-guerres, mais c'est grâce à ces bleus que le bleu va percer dans la société, puisqu'il va être enfin résistant. Alors, les fabricants de vêtements associent ces teintures à des étoffes aussi qui résistent. On en fait aussi des marques. Vous avez l'Inusax, ou des appellations de vêtements. Vous avez l'Inusax, hein, du groupement industriel de l'habillement dans l'entre-deux-guerres, qui permettent de produire des vêtements de qualité. Et du coup, il y a dans les années 20 déjà l'idée que le bleu de travail, ou en tout cas les vêtements de couleur bleue, sont des vêtements résistants. Alors, on peut s'attendre à ce que travailler en bleu signifie aussi porter un vêtement adapté à un métier. Et c'est mon troisième point. Bon, là, j'ai laissé une petite combinaison pour hommes que j'avais captée ici aux Archives nationales du monde du travail. Cette combinaison, par exemple, en 1914, elle est proposée en bleu, en cachou et en kaki. Couleur cachou aussi assez utilisée dans le premier XXe siècle, au cours du premier XXe siècle. Alors, est-ce qu'on enfile l'habit d'un métier lorsqu'on travaille en bleu? Indéniablement, lorsqu'on regarde les photos de groupe qui ont été captées dans les usines, comme ici dans l'établissement Schneider, on montre effectivement qu'il y a des métiers à bleu, il y a d'autres qui portent des blouses qui sont bleues ou non d'ailleurs, mais de manière générale, ici vous avez l'exemple des chemins de fer de l'Est. À la sortie des ateliers, on s'aperçoit que au sein d'un même atelier, les pratiques vestimentaires varient au début du XXe siècle. C'est assez difficile d'avoir des cartes postales ou des photographies de couleurs. Il faut qu'elles soient retravaillées, et c'était le cas pour celle-ci. Mais de manière générale, puisque les vêtements ne sont pas fournis par les chefs d'entreprise, les travailleurs achètent ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, et parfois ils récupèrent des étoffes du père quand l'employé est jeune ou autre personne. Bon, là encore, il y a un acteur qui va jouer un rôle éminent, ce sont les fabricants de vêtements qui vont s'évertuer à créer des vêtements spécifiques et surtout à les présenter comme étant des vêtements indispensables pour un type de tâche ou des métiers, et c'est certainement avec l'emplacement des poches
qu'on va professionnaliser les vêtements, et le bleu de travail rentre dans cette catégorie. Donc les fabricants de vêtements vont diffuser un certain nombre d'images, de gravures dans le premier XXe siècle, avant les photographies, et on va inventer un bleu pour mécanicien, un bleu pour imprimeur, avec des poches qui sont différemment placées, et notamment au niveau des cuisses, qui sont très pratiques pour l'employé, et qui signifie que dès lors qu'il endosse ce type de bleu, eh bien, il peut se mettre à la tâche et travailler convenablement. Alors cette spécialisation et cette standardisation voulue par les fabricants, elle est relayée par les pratiques vestimentaires. Lorsqu'on regarde et on étudie les mouvements saisonniers à la fin du 19e et au début du 20e, là encore, on s'aperçoit que les travailleurs saisonniers jouent un rôle non négligeable dans la circulation et la diffusion de ces modèles. Parce qu'il faut imprimer la marque et il faut absolument que les gens adoptent ce type de vêtements. Je vais citer l'exemple des viticulteurs de la Loire qui sont embauchés aux mines de Bully pour financer le remplacement de leurs vignes, par exemple, qui avaient été touchées par le phylloxéra. Alors ces viticulteurs de la Loire, lorsqu'ils se font embaucher, de retour au pays, au village ou à la ferme, ils apportent parfois un nouvel habit. Ça peut être une casquette, mais c'est souvent un pantalon ou une veste. Et d'ailleurs, on les traite de gens de la ville à l'époque, parce qu'ils ont une tenue modernisée. Et c'est par ces circulations qu'ils vont créer des envies. Et par mimétisme, on va récupérer le modèle. Il y a les couturières sur place qui vont essayer d'acheter des tissus ressemblants et puis surtout retailler des vêtements avec le même patron. Alors, ils font figure de modernité parmi les travailleurs sédentaires et ils introduisent du coup du dynamisme dans des pratiques vestimentaires qui peuvent sembler figées. Bon, pour conclure ce premier point, cette première partie, on s'aperçoit qu'à la fin du 19e, au début du 20e siècle, le bleu de travail, l'expression bleu de travail n'existe pas dans le vocabulaire utilisé par les fabricants. Il a une existence pratique pour répondre à des contraintes, à une demande, à un contexte, celui de la modernité. Je me suis d'ailleurs posé la question, est-ce que travailler en bleu, c'est porter une couleur ouvrière, parce que c'est devenu synonyme d'appartenance au monde ouvrier. Bon, là, j'avais mis le bleu Villette. Alors, la particularité de cette tenue, c'est que la blouse Villette, c'est pas tout à fait le même modèle, était recouverte d'une surteinture noire, et lorsque l'individu, le travailleur qui portait cette blouse, avançait dans le métier, eh bien, à force de lavage, la surteinture noire disparaissait et il faisait apparaître le bleu. Donc le bleu, ce n'était pas le débutant, mais plutôt celui qui avait du métier. Et c'était assez intéressant. Il y a eu un glissement sémantique. Je ne sais pas s'il y a un lien avec l'expression, je n'ai pas encore étudié ce point. Bon, toujours pour revenir à cette couleur ouvrière, qui est devenue synonyme d'appartenance au monde ouvrier. Lorsqu'on étudie les sources et ce type de vêtements, on s'aperçoit que lorsqu'on travaille en bleu, on incarne d'abord la figure du travailleur. C'est peut-être l'un des aspects les plus évidents concernant cette couleur ouvrière. On incarne la figure du travailleur. Alors pour illustrer mon propos, j'ai pris l'exemple de l'inauguration de la sculpture allégorique de la République de Jules Dalou à la fin du XIXe siècle, qui représente un char monumental tiré par des lions, surmonté d'un globe sur lequel trône bien évidemment la figure de Marianne. Et à ses pieds se trouvent plusieurs allégories, dont celle du travail que vous avez à l'écran. Alors cette œuvre néo-baroque assume une idéologie républicaine. C'est une œuvre officielle qui célèbre ainsi l'égalité des classes incarnée dans les figures prolétariennes et ouvrières. Alors, pour son inauguration officielle, qui a eu lieu le 19 novembre 1899, il y a une foule qui assiste à l'événement. D'après les journalistes, il y a plus de 250 000 personnes, mais vous savez que c'est toujours compliqué de faire un comptage assez sérieux, et surtout à l'époque peut-être, mais on n'est pas mieux loti à l'heure actuelle. Bon, toujours est-il que parmi eux, la République a fait défiler 1600 ouvriers en tenue de travail avec leurs outils, à l'image de la figure du travail que vous avez ici, mais qui est torse nu, parce qu'il faut absolument montrer la force masculine qui se dégage grâce au travail. Alors vous avez une foule ordonnée, maîtrisée, et montrée comme étant un corps social uni. Alors,
Comme pour les mineurs ici, représentés par Alfred Roll, le bleu est associé au labeur et à ceux qui louent leur force de travail. Il devient le dénominateur commun d'une foule de travailleurs aux profils variés, à l'instar de ce cheminot ou de ce sidérurgiste, ou plutôt de ce sidérurgiste et de ce cheminot qui ont été captés par François Collard. Alors il y a une certaine forme de fierté qui est fixée par ces photographes. Le travail ouvrier est fixé d'ailleurs grâce au geste, mais aussi grâce à une tenue, ici en l'occurrence le bleu, qui nous indique le statut social du travailleur. Mais c'est là encore un système de représentation et de connivence à travers ces signes, puisque il n'est pas évident que le sidérurgiste se reconnaisse dans le cheminot et inversement, puisque l'un considère que l'autre est bien mieux loti socialement. D'ailleurs, le port du bleu est-il le signe d'une appartenance à une entreprise? Là, c'est le cas du cheminot, et c'est l'objet de mon deuxième point. Appartenir à une entreprise en endossant le bleu, il en existe des cas, et le principal cas, c'est certainement au service postal, puisque le plus beau bleu de travail qui a tenu près d'un siècle, c'est quand même la blouse du facteur rural, qui est parfois oubliée. Alors c'est une tenue spécifique, tellement spécifique que le problème, c'est le collet écarlate qui dégorge parfois sur la blouse en elle-même. Alors il y a tout un tas de recommandations dans les archives postales à destination des facteurs pour qu'ils lavent convenablement leur blouse et éviter d'avoir des dégoulinures sur leurs habits. Bon, cela dit, ailleurs, le vêtement n'étant pas fourni ni imposé, il y a une grande variété de vêtures ouvrières. On le voit ici à la sortie des usines Ratier, par exemple, ou encore à la sortie d'une filature de Saint-Germain-de-Livet dans le Calvados. On le retrouve aussi dans les ateliers des usines automobiles, comme ici à l'usine d'Audincourt. Les ouvriers ont des tenues très différentes et pourtant ils travaillent dans le même atelier. Cette question de l'appartenance va se poser à partir du moment où les entrepreneurs vont fournir ou indemniser la tenue. Et j'ai pris l'exemple du bleu Peugeot qui a été retravaillé ces dernières années. Cette question, en fait, elle est véritablement traitée à partir du moment où on a la volonté dans l'entreprise d'associer la tenue, le bleu, à une identité visuelle. Il faut soigner l'image de marque et à partir du moment où on appose un logo sur le bleu, on essaye de se différencier en ayant un bleu maison, comme le bleu La Poste d'ailleurs. C'est posé des problèmes lorsque Ted Lapidus, en 1998, avait proposé un bleu qui tirait vers le noir et qui faisait plutôt penser à des travailleurs des supermarchés plutôt qu'à un facteur La Poste. Donc cette identité visuelle va prendre le pas de la constitution du vestiaire professionnel ouvrier au second XXe siècle. Et finalement, on a un vêtement image, c'est le bleu de travail modernisé en quelque sorte, qui se développe à partir du moment où le bleu est rejeté par un monde ouvrier en crise. Alors d'ailleurs, peut-on dire que le travailler en bleu, c'est porter l'habit d'un groupe social? C'est assez curieux, puisque les ouvriers participent à un monde multiple, et c'est l'objet de mon troisième point dans ce grand 2. Donc, est-ce porter l'habit d'un groupe social? Certes, le bleu peut être le marqueur d'une identité, manifester un sentiment d'appartenance, d'estime de soi ou de fierté, au point d'être porté même le dimanche, comme ici lors d'un repas de noces. Il s'avère que dans ce cas-là, la plupart du temps, on utilisait le bleu le plus neuf, celui qu'on avait acheté pour la suite, et qui servait de vêtement de dimanche avant de l'employer pour le vêtement de travail. Cependant, le vêtement n'enveloppe pas tout un groupe social. Ici, dans le cas du monde paysan, on s'aperçoit que dans les pratiques, on emploie des vêtements de différentes couleurs, je l'ai déjà évoqué, mais on y revient avec des bruns mouchetés ou d'autres couleurs cachou. J'ai pris l'exemple du rail puisque nous avons nos amis cheminots qui sont en ligne. Dans les entreprises du rail, que ce soit dans l'entre-deux-guerres
avec des ouvriers, ou encore dans les années 1960. Ici, vous voyez bien que les bourgerons sont de différentes qualités. Et dans les années 1960, les ouvriers de la SNCF portent des bleus de couleurs différentes, en tout cas des vêtements de travail. Dans les ateliers, c'est la couleur marron qui domine. En fait, le bleu, en tant que bannière vestimentaire et sociale du monde des travailleurs de force ou des ouvriers, est le fruit d'une longue construction sociale, économique et culturelle. On s'en aperçoit lorsqu'on étudie le lexique employé par les fabricants de vêtements, qui en est certainement le reflet ou la manifestation. C'est toujours difficile de dire qui a engagé finalement le processus. D'autant qu'il y a évidemment un mimétisme dans les pratiques vestimentaires. Il suffit de voir dans un bureau à l'heure actuelle, quand la star du bureau prend une tenue qui est assez saillante, les autres employés vont essayer d'acheter des vêtements qui sont un peu similaires ou de la même marque. Alors on constate tout d'abord qu'il y a un glissement sémantique qui est tout à fait révélateur, parce qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les fabricants nomment les vêtements par la qualité des étoffes. Par exemple, ils vendent du coutil. Donc, dans l'esprit des gens, on est assuré d'avoir un vêtement résistant qui va tenir. Dans un second temps, on s'aperçoit qu'il y a donc un glissement et que les vêtements vont davantage être classés par type, par forme ou par fonction. Chez Braillon, par exemple, j'ai cité tout à l'heure la question du pratique ou du protecteur, mais on a la question du bourgeron. Et ça parle, le bourgeron, ça ne parlait pas forcément avant. Et lorsqu'on avance encore dans le temps, et notamment dans l'entre-deux-guerres, il y a certains fabricants qui vendent ces habits sous le nom de leur couleur. Ils vendent du bleu, et sous-entendu le bleu de travail, sous-entendu que ce bleu répond à des normes formelles, textiles et qualitatives implicites qu'il n'est plus besoin d'évoquer. Donc c'est certainement cette construction sémantique, ce glissement sémantique qui fait que on invente un bleu de travail, en tout cas dans l'imaginaire collectif, qui englobe tout des mondes professionnels variés, alors qu'en réalité, on en est bien loin. Alors, je me permets d'aborder mon dernier point concernant le fait de porter le bleu et de savoir si on arbore finalement une identité masculine, puisque lorsqu'on en enfile un, on affiche avant tout une force de travail. On affiche avant tout une force de travail. Là, vous voyez qu'il y a des ouvriers qui ont laissé tomber leur veste. C'est l'une des particularités aussi des ouvriers. Ils ont le droit de laisser tomber leur veste. Les employés de bureau pouvaient mettre simplement un plastron. Et comme ils devaient toujours la porter avec leur faux col, ils pouvaient avoir des vêtements à trous en dessous, ce n'était pas un problème. Bon, toujours est-il qu'on affiche sa force de travail. Il y a des valeurs ouvrières et masculines qui sont portées par le vêtement, hein. Force, courage, virilité, qui sont renforcées bien évidemment par la fierté de porter la cotte. Alors ça correspond, lorsqu'on regarde les archives militaires, à un ensemble de critères physiques qui étaient retenus par le ministère de la Guerre à la fin du XIXe siècle et qui sont entretenus par l'imaginaire collectif pour déceler les indices de masculinité. Alors ces indices de masculinité sont repérables à une haute taille, des yeux vifs, bon, jusqu'à présent je crois que je rentre dans la catégorie, une voix forte, des épaules larges, ça commence à coincer, et une taille dégagée. Bon, la taille dégagée, je ne sais pas ce à quoi ça renvoie, mais j'imagine qu'il y a des muscles saillants qui y sont associés. Bon, alors, ces habits d'apparence résistants pour les travaux de force laissent deviner les efforts des corps derrière l'étoffe. On voit par exemple avec ce cheminot, alors je ne sais pas si ce sont ces muscles qui sont saillants, mais en tout cas l'habit suggère l'activité, la vigueur, la force, la résistance à la fatigue et la souffrance. Et ici, vous avez une identité masculine ou virile qui est révélée à travers cette gravure. Et notamment, vous avez un cheminot qui domine la technique. Vous avez une énorme machine derrière, et lui, avec son bleu, il peut la maîtriser. Alors, outre cette force de travail qui est affichée, évidemment, lorsqu'on endosse un bleu, on véhicule aussi des normes qui sont associées à des stéréotypes de sexe. Alors, les travaux difficiles, dangereux, en usine, c'est une affaire d'hommes. C'est ainsi qu'on le pense à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
même jusqu'à maintenant pour certains. Le bleu de travail, c'est un vêtement pour des métiers d'hommes et pour des corps masculins. On le voit dans les règlements intérieurs des entreprises, on le voit dans les différents décrets qui ont été édictés dans les années 1900 et 1913 concernant l'hygiène et la sécurité, on ne le met pas ainsi, mais l'hygiène et la sécurité dans les entreprises. On a des bastions masculins professionnels qui sont relayés bien évidemment par la photographie, ici avec des acteurs, ou par le cinéma, puisqu'il y a des figures iconiques comme Jean Gabin qui vont incarner ces idéaux et qui vont porter le bleu à dessein. Alors, ces normes masculines associées au bleu de travail, elles sont aussi entretenues par l'existence de jouets et de jeux. Vous en avez ici 2 exemples à l'écran. Des jouets et des jeux qui entretiennent cet imaginaire. Alors, vous avez le jeu de Narson, par exemple, qui date de 1874, que vous trouvez au Musée des Arts Décoratifs, qui illustre la surreprésentation masculine dans différents corps de métiers. Alors, sur ce document, vous avez 4 métiers qui sont représentés. Et si on fait les comptes, il y a 8 hommes et une femme. Alors, la femme est bien évidemment une cliente. Et parmi les travailleurs, il y a 5 travailleurs, 4 travailleurs manuels revêtent un vêtement de protection bleu. On est déjà dans les années 1870-1880. Nicole Pellegrin, qui s'excuse de ne pas être là, avait pour ambition d'évoquer l'utilisation et l'usage du bleu de terre dans les décennies et les siècles précédents. Alors, on a ce type de jeu, mais on a aussi des poupées, comme le Petit Mineur, qui est enveloppé dans les années 1950 d'un bleu de travail, un vêtement en tissu. Il y a déjà des aspects, on peut toucher l'étoffe. Alors, cette poupée de mineur véhicule ici des codes de l'identité ouvrière auprès des enfants. Tout concourt donc pour montrer que porter le bleu, c'est une affaire d'hommes, et c'est peut-être aussi exclure les femmes. Et ce sera l'objet de mon dernier point. Est-ce que porter le bleu, finalement, c'est être un homme ? Lorsqu'on regarde les catalogues de fabricants de vêtements, que j'apprécie énormément, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est une mine d'informations, on peut s'apercevoir, et c'est le cas ici de ces catalogues anciens que vous trouvez à la bibliothèque Forney à Paris, les hommes travaillent. Parce que c'est le même catalogue de vêtements de travail. Donc, ce sont des vêtements pour femmes et des vêtements pour hommes qui vont au travail. Les hommes tiennent une clé à molette ou je ne sais quoi devant une usine ou une scie ou devant une cheminée. Et les femmes, quant à elles, avec leur blouse de travail, elles se regardent dans un miroir. Alors, je sais bien que le miroir à glace est très prisé depuis la fin du 19e siècle et permet de jeter un petit coup d'œil avant d'aller au travail. Mais les femmes ont l'obligation finalement de mettre en valeur leur féminité. Ce qu'on ne demande pas aux hommes, puisque de toute façon, le vêtement, le bleu de travail en lui-même, leur permet déjà d'assurer leur masculinité, il n'y a pas de doute. Alors, quelle tenue pour les femmes dans les usines ? La question ne se pose pas lorsque vous regardez le dictionnaire des professions. Charton évoque que la femme, dans quelques conditions de position et une fortune qu'elle se trouve, elle a une profession naturelle, appropriée à ses forces et à ses facultés, celle de gouvernante de son ménage et d'éducatrice de ses enfants. Et lorsque la femme doit travailler, il émet quand même l'hypothèse, parce qu'il suffit que le mari soit empêché, handicapé ou qu'il soit décédé, il faut bien qu'elle subvienne aux besoins du ménage, eh bien, il préconise, lorsqu'elle doit travailler, la couture, parce que la couture exige le moins d'apprentissage possible. On n'en exige pas du tout, ce d'autant que l'aiguille est là, n'est ni rare ni chère, ne réclame ni force ni savoir, ne demande que des doigts agiles et de bons yeux. Bon, lorsqu'on lit ce texte, on est complètement en inadéquation avec la réalité du marché du travail. Les femmes ont toujours travaillé, elles étaient déjà dans les usines, contrairement à ce qu'on a dit avec l'entrée en guerre, la Première Guerre mondiale, mais il est impensable qu'elles endossent un bleu de chauffe. Dans les représentations sociales, on se moque d'elles. Elles ne travaillent pas dans les usines parce qu'elles n'en ont pas les capacités. Or, lorsqu'on regarde les statistiques, en 1911, il y a près de 2 millions de femmes qui travaillent dans les usines, donc avant la Première Guerre mondiale. Le problème se pose en 1914 lorsqu'il faut remplacer les hommes. Ici, vous avez une carte postale qui a été éditée dans Les femmes en métier d'homme.
c'est une carte postale qui a été prise par le patron d'une fonderie. Il a envoyé cette photographie carte postale à sa fille au début de la guerre, en soulignant bien qu'il a employé des femmes dans cette usine. Vous pouvez constater que cette jeune femme, notamment, qui est assise, eh bien, elle est revêtue d'une combinaison de travail, mais qui n'est absolument pas saillante et qui va à l'encontre des canons esthétiques de l'époque. C'est impensable, hein, on porte le jupon, le tablier et la jupe pour aller travailler, mais on n'endosse pas une combinaison d'hommes. Bon, toujours est-il que ça pose problème. Les caricaturistes s'en moquent. Ici, vous avez la baïonnette qui fait dire à ce monsieur imposant « Et ton homme, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là » Cette femme lui répond « Mon homme, il s'occupe à la maison, il remaille mes bas de soie. » Parce qu'il y avait toute des critiques qui étaient véhiculées dans la presse en considérant que les femmes, elles profitaient de la mort de leur mari ou de leur envoi sur le front pour s'enrichir parce qu'elles étaient mieux payées à l'usine. Bon, toujours est-il qu'il y a quand même des modistes ou des créateurs ou des couturiers ou des couturières qui ont imaginé des vêtements appropriés, un bleu de travail pour les femmes. J'ai repris cet exemple de la Françoise de Madame Comard, qui est une réclame réalisée en 1916 et qu'elle envoie au sous-secrétaire d'État Albert Thomas à l'époque pour lui vanter son produit. Et elle conclut sa lettre en lui disant « Le rêve serait certainement de voir les industriels faire les premiers les frais d'habillement de leur personnel féminin en les habillant évidemment de manière saillante. » Alors même cette femme, lorsqu'elle écrit, elle dit que la femme à l'atelier, bien évidemment, ne doit pas porter la jupe et les dessous usuels qu'elle porte ordinairement parce que c'est impropre, mais il est hors de question de lui faire porter le pantalon d'homme qui n'a rien d'esthétique. La femme peut, dans le vêtement que nous préconisons, c'est ce qu'elle dit, conserver la coquetterie inhérente à son sexe. Alors j'ai mis en regard de ce dessin le brevet tel qu'il a été déposé à l'Institut national de la protection industrielle. Et au centre, vous avez une photographie que j'ai récupérée ici, aux Archives nationales du monde du travail, dans un catalogue, dans un album photographique qui avait été édité en 1917, il me semble, un catalogue de propagande. Vous voyez bien que les personnages qui sont posés à leur poste de travail ne travaillent pas. Il suffit de regarder l'état des chaussures qui sont bien cirées pour les femmes. Bon, toujours est-il que ces premiers vêtements de travail féminins de type bleu de travail sont inspirés de la mode d'avant-guerre. On retrouve la jupe-pantalon de la maison Béchoff-David qui avait été présentée à Auteuil en 1911, et qui semble utilisée pendant la guerre. En tout cas, l'album photographique commandé par l'État le montre. Donc on peut imaginer que le sous-secrétaire d'État s'est inspiré des travaux de Madame Comard. Alors lorsqu'on regarde les textes et surtout le brevet d'invention, on s'aperçoit que ce n'est pas Madame Comard qui a déposé le brevet, mais c'est Monsieur François qui habite à la même adresse qu'elle. Donc on peut imaginer qu'ils ont des affinités particulières, mais son nom, Monsieur François, a donné la Françoise. Il n'y a pas de rapport avec la France. Bon. Toujours est-il que le bleu, on peut le porter jusqu'à maintenant dans les mondes professionnels, et notamment dans les modes professionnels mixtes. Ici, je vous ai présenté le bleu jean à la Poste avec tous les problèmes d'identité professionnelle et d'image de marque que cela pouvait renvoyer. Il y a eu des discussions à la direction, et notamment pour la question de la communication et l'image de marque. En tout cas, il y a des effets de mode. Les codes du bleu de travail sont détournés pour rajeunir des métiers, pour intégrer des populations ou des profils jusque-là écartés. Et là, on intègre, avec un petit coup de jeune, ces populations, et surtout que les anciens à la Poste commençaient à partir massivement à la fin des années 90 et au début des années 2000. Alors, le bleu de travail, il est bien évidemment revu et corrigé pour les femmes. Vous avez l'exemple ici de ce qui est proposé par Fashion Sécurité. Une tenue qui est confortable, fonctionnelle, esthétique, qui est soucieuse du développement durable, évidemment, et qui utilise un tissu normé anti-traction, anti-perforation, anti-déchirure,
Il a vraiment toutes les qualités. Et surtout, il a d'autres atouts, parce que comme c'est une tenue pour les femmes, il faut aussi leur faciliter la vie. Il est léger, il est extrêmement résistant sur la durée. Il ne rétrécit pas au lavage, elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec. Et surtout, il ne nécessite pas de repassage. Alors, pour conclure sur ce fait de travailler en bleu, je n'ai pas résisté à vous proposer cette photographie que j'ai prise l'année dernière dans une pharmacie de Tours. J'attendais mon tour, justement. Et on voit que finalement, le bleu, ça peut être un vêtement intemporel. Ce monsieur avait 80 ans, était mécanicien toute sa vie, finalement, puisqu'il le porte toujours. Et en définitive, avec le bleu de travail, on peut à la fois être à la mode, mais aussi on peut tourner le dos aux effets de la mode. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bruckner, pour cette communication, où à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses, que travailler en bleu, c'est d'abord avoir une tenue pratique, et que même Donald Trump s'en inspire pour ses costumes. Mais pour le vrai travailleur, ça protège le corps et ça contient la saleté. Et puis, voilà, le travailler en bleu, c'est s'adapter à un métier, voire créer une identité visuelle pour une entreprise. Et enfin, on apprend aussi que le bleu de travail, ce n'est pas que l'identité masculine. Donc je me tourne d'abord vers la salle et vers madame aussi, pour savoir s'il y a d'abord s'il y a des questions parmi notre auditoire clairsemé. Oui, monsieur Muzelec. Alors, pour les micros... oui, voilà. Raphaël Baumard, le directeur adjoint des NMT, va s'occuper de passer les micros. Merci. Alors, si j'ai bien compris, parce que c'était très dense et on apprenait beaucoup de choses, le bleu, c'est quelque chose d'inventé, c'est ça. Puisque, en fait, on désignait les vêtements de travail avant par des couleurs qui étaient variées et surtout par les étoffes. Mais en revanche, ce que j'ai pas bien compris, c'est finalement inventé par qui? Par les fabricants exclusivement, par aussi les usagers, par les usagers en raison de la fierté qu'ils en tiraient, qui au final a inventé sans doute plusieurs origines qu'il faut signaler. En fait, l'acte de naissance du bleu de travail, je ne l'ai pas trouvé. Sa généalogie est difficile à reconstituer, mais indéniablement, c'est le produit d'une fabrique sociale et culturelle. Le bleu, la couleur bleue était utilisée depuis très longtemps parce que c'était pour des questions de coût, ça ne coûtait pas grand-chose. Ça permettait de teindre les étoffes à bas coût et au moins de masquer un peu les salissures. Le coût d'envoi finalement du bleu, c'est à partir du moment où on arrive à faire des bleus de cuve et à atteindre des étoffes solides. Les fabricants ont joué indéniablement un rôle décisif. En revanche, ils ont anticipé très certainement, mais ils ont réussi à produire des vêtements qui tiennent, des vêtements qui sont adaptés au corps, et encore maintenant, ils font de nombreux efforts. Et il a fallu séduire tout un public qui, par mimétisme, a emprunté, a utilisé. Et il y a des entreprises aussi qui ont fourni ces habits. Il faut savoir qu'au second XXe siècle, il y a des régimes indemnitaires ou à tout le moins des vêtements qui sont fournis. Et il y a la volonté, en endossant ce bleu de travail qui a souvent une couleur d'entreprise. Le bleu de chauffe du cheminot, on voit que c'est un cheminot. Eh bien, il y a des bénéfices secondaires à le porter, puisque dans la société, lorsque vous endossez votre bleu de travail, vous montrez, vous signifiez aux autres que vous appartenez à cette entreprise, que vous avez des avantages, que vous avez la sécurité de l'emploi, de la même manière qu'on a endossé le bleu de la Poste pendant très longtemps avec fierté. C'est à partir du moment où il y a des crises sociales, le chômage, des licenciements, et notamment à partir des années 60-70, qu'on le délaisse. Il y a les jeunes générations aussi qui ont du mal à porter un vêtement imposé.
souvent par les jeunes qu'on fait tomber la veste. Et à l'heure actuelle, il y a toute cette nostalgie du bleu de travail qui joue évidemment. On entretient un mythe, très certainement. On le réactive en permanence. On le réactive. Parce que je n'ose même pas imaginer que des travailleurs de la fin du 19e siècle puissent nous voir déambuler avec des bleus de travail dans la rue et se dire on a souffert avec ça, et eux ils en font un vêtement de mode ou un vêtement de ville. Ils trouveraient très certainement qu'on est vraiment mal habillé. Je ne sais pas si j'ai convenablement répondu. Oui, parfaitement. Merci. Et oui, parce que quand nous, au non-lieu, nous utilisons le bleu de travail par respect ou par hommage aux gens qui nous ont précédés dans les usines, ces mêmes personnes nous considèrent comme des usurpateurs, en fait. Oui, ce qu'on peut très bien comprendre, sauf que nous, on le décline avec un usage différent du leur, qui est dérivé quand même de ce qu'ils en faisaient eux-mêmes. Du coup, d'un point de vue factuel, si on devait chercher un acte de naissance, ce serait quand même ce bleu de cuve, peut-être. Très certainement. Ou c'est trop restrictif? À partir, dans ma thèse, j'ai fait une démonstration sur le bleu, enfin, ce sera publié l'année prochaine, mais une démonstration certainement aussi à partir du moment où les artistes et les écrivains s'en emparent. Et du coup, ça commence à circuler à l'époque de l'entre-deux-guerres. C'est surtout le monde extérieur, ceux qui ne le portent pas, qui vont s'approprier le mot et qui vont commencer à désigner un monde qui est totalement... qui était très hétéroclite, mais ça permet au moins de le nommer et de les identifier, notamment quand il y a des conflits sociaux et qui débarquent dans la rue, avec les grèves des années 30. Et je pense que c'est certainement cette combinaison originale de décisions, de pratiques vestimentaires qui vont nourrir un univers mental et un imaginaire. Et c'est par cet imaginaire qu'on va s'approprier un monde mouvant qui fait peur, parce que ces intellectuels, ces hommes de lettres, ces artistes qui ne vont jamais dans une usine, ils ne peuvent même pas s'imaginer ce qui s'y passe. Le bruit, la salissure, la sueur, je n'en ai pas parlé, mais les vêtements doivent absolument contenir la sueur, il y a les odeurs. L'arrivée des fibres synthétiques dans les années 1950, c'est une catastrophe de ce point de vue, avec un retour au coton. Donc on a délaissé complètement... maintenant, il y a d'autres matières qui sont utilisées pour régler ces problèmes, mais c'est un véritable problème. Pour revenir à votre bleu, ou ton bleu, et c'est pas pour critiquer ta tenue, évidemment, je pense que ce que n'ont pas saisi les anciens, ou ce que ne peuvent pas entendre, en tout cas, les anciens, lorsqu'on endosse un bleu, c'est que lorsqu'on porte un bleu qui a déjà été porté et qui est un vrai vêtement de travail, c'est peut-être là où on sent le poids des années, de l'usure au travail, davantage qu'avec un bleu qui est neuf et qu'on vient d'acheter dans un magasin. Il faut vraiment porter le bleu de son père ou de son grand-père, et avec les accros, les raccommodages, les marques d'usure. Et c'est très certainement là où on va porter la mémoire d'un individu et qu'il va y avoir une forme de fierté transmise ou portée par procuration. Et qu'on ne retrouve pas avec les vêtements neufs, même s'il y a des fabricants qui utilisent de vieux bleus de travail pour reproduire des vêtements. Il y a 2-3 ans, on en trouvait à la Goutte d'Or. Vous aviez produit pour des jeunes adolescents et qui portent ça un peu à n'importe quel moment, et sans forcément être conscient de cette identité et du réemploi des fibres et des tissus. Mais je pense que c'est à travers le port d'un vêtement déjà éprouvé et c'est pas facile d'ailleurs de glisser son corps dans un vêtement qui a déjà été façonné, parce que c'est finalement l'individu qui façonne le vêtement. À partir du moment où vous l'avez utilisé, il est déformé. Enfin, il est formé à votre corps. Surtout à partir du moment où on a préfabriqué les vêtements. Quand c'était des vêtements sur mesure, le problème se posait moins. Je me permets, comme j'ai le micro, de poser une question. Est-ce que le bleu de travail, c'est l'ancêtre de l'EPI ?
ou pas, ou c'est complètement différent? Oui, je pensais à un moment donné développer ce point, mais je voyais le temps tourner. Effectivement, c'est un équipement de protection individuelle. Alors, les bleus tels qu'ils sont pensés individuels, c'est un peu curieux parce que c'est pas personnel. Individuel dans le sens où on le porte et on se déplace avec. Et ces bleus de travail ils sont imaginés en usine et qui sont préfabriqués avec des normes, des tailles qui ont été imaginées à partir du 19e siècle, à partir des 2 ou 3 000 hommes qui ont servi d'étalons à l'armée, eh bien, ils sont la plupart du temps inadaptés au corps. Et la grande difficulté des fabricants, c'est de proposer des tissus, des étoffes et des vêtements qui peuvent convenir au corps. À partir des années 1950, c'est plus facile avec les fibres synthétiques, mais très certainement, c'est un équipement de protection individuelle, mais dont on ignore l'existence. Parce que le vêtement de travail, finalement, il existe à partir du moment, dans l'imaginaire collectif et dans la tête des gens, à partir du moment où il y a un vestiaire pour se changer. Parce qu'on leur dit, mais il y a un lieu pour vous changer. L'espace de l'usine, ce n'est pas l'espace domestique et ce n'est pas l'espace public. Pendant très longtemps, les individus se déplacent indistinctement entre l'espace domestique, l'espace public et l'espace de l'usine. Quitte à rapporter des maladies professionnelles à la maison, comme ces femmes de peintres qui mouraient à cause du blanc de céruse alors qu'elles n'avaient jamais touché un pinceau, mais c'était en termes d'entretien au début des années 1900-1910. Et à partir du moment où on crée un vestiaire, il y a la loi de 1913 qui l'impose, alors évidemment ça va mettre du temps, et notamment pour les femmes, parce que les femmes n'avaient pas de vestiaire séparé pendant la plupart du temps. Elles avaient un vestiaire séparé, mais c'est dans le bureau du chef. Donc elles n'avaient pas forcément l'intimité requise pour se changer. Mais c'est certainement à partir de ce moment-là qu'on prend conscience qu'il existe un vêtement spécifique pour une tâche qui est différente. Et ce n'est pas plus mal, parce qu'à l'heure actuelle, on m'avait questionné sur qu'est-ce que s'habiller pour travailler, notamment pendant le confinement. Le fait de porter les mêmes vêtements tout le temps, en tout temps, le soir, la journée, le week-end, eh bien, vous ne savez plus si vous êtes au travail ou si vous êtes chez vous. Et c'est le problème d'ailleurs des mails et des SMS qui arrivent en permanence. On est sur les mêmes problématiques, différencier les espaces et les temporalités dans sa vie. Et je pense que le vêtement de travail, le bleu de travail est un bon EPI pour l'époque. Raphaël, est-ce qu'il y a des questions Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions en ligne. Bon, alors, on a eu des problèmes techniques au début, donc ça explique peut-être cela. S'il y en a d'autres, on s'en fera le relais, bien sûr. Donc alors je vous propose 3 petites minutes de pause pour les questions techniques sanitaires habituelles, et puis que nos conférenciers puissent échanger leur place, et on revient pour la suite de cette matinée. Merci beaucoup encore, Monsieur Bruck.